Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne où l'on parle d'agriculture, de l'agriculture d'aujourd'hui, mais en perspective avec ce qu'elle était hier, une période que j'ai bien connue. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous, cela m'encourage et renforce la chaîne. Et puis un petit pouce si vous avez aimé le sujet. Bien, justement, revenons à notre sujet du jour. Si sur ma chaîne je parle de l'agriculture en perspective avec ce qu'elle était hier, aujourd'hui elle a un caractère un peu particulier puisque l'on va parler de la création de l'Union des producteurs de lait des Vosges. L'UPLV, une action importante, d'autant plus importante dans le contexte où aujourd'hui Lactalis a décidé un peu partout en France d'abandonner des producteurs. Évidemment, le sujet que j'ai fait est plus adapté au contexte d'une assemblée générale, mais toute cette partie historique garde tout son sens et montre combien le lien, la capacité de la FDSEA à mobiliser pour structurer l'offre des producteurs de lait est capital. Le contexte d'aujourd'hui le prouve. On ne peut pas séparer la création de l'UPLV de ce contexte des années 1965-75, après la période d'organisation de l'activité syndicale des années 45, 65, 68, où la FDSEA, avec ses présidents successifs, assistée d'un ingénieur textile, directeur de la FDSEA depuis sa création, Jean Leclerc. C'est au cours de cette période qu'il s'est créé, d'une part, un laboratoire interprofessionnel, le CAPLV, en 1946, dans les baraquements de la place Clémenceau, puis au Crédit Agricole quai Jules Ferry, et enfin dans un laboratoire tout neuf rue du Tac, plus le labo de Châtenois. C'était une innovation et à cette époque auquel s'est adjoint, au niveau du Collège des producteurs, une coopérative de vente de lait par canton, fédérée au niveau départemental. Ce laboratoire était financé à parité par les industriels laitiers et les producteurs au travers de cette coopérative. Il faut noter que cette coopérative était copiée sur l'organisation territoriale de la FDSEA et leurs représentants étaient souvent les mêmes et majoritairement issus de la section laitière. La FNSEA avait encouragé la création de sections jeunes agriculteurs dans les départements. Dans les Vosges, à son congrès du 8 avril 1951, il est approuvé la création de 7 sections, dont Paul Chardot sera le premier président. Les jeunes des divers cantons vont donc se retrouver dans des CCJA, c'est-à-dire des cercles cantonaux, qui vont évoluer vers une structure autonome. Ces divers jeunes agriculteurs, d'origine culturelle et politique différentes, JAC pour beaucoup, PS, PSU, démocrates, vont finir par remettre en cause la gestion paritaire du paiement du lait dans le département. À l'issue d'un séminaire, ils vont estimer que l'on doit remettre à plat cette gestion et faire monter la pression afin d'obtenir davantage des industriels laitiers. L'essentiel de l'équipe des jeunes agriculteurs va s'engouffrer dans cette démarche qui va commencer, un coup spectaculaire, en réunissant plus de 3000 paysans devant l'usine Gérard à Darney, avant de poursuivre vers d'autres actions spectaculaires à Certigny, dont le directeur est M. Renard, qui est président du SPIL, donc le syndicat professionnel des industriels laitiers des Vosges, mais également à Neufchâteau. Mois après mois, les actions vont se développer et s'intensifier, mais la gouvernance de l'action va être de plus en plus centralisée et les divergences vont apparaître au grand jour concernant la stratégie à adopter. On y trouve également en animateur 2 jeunes ingénieurs agro, Bélanger et Desémar. Dans ces actions, avec détournement de lait et la garantie de paiement aux producteurs, le courant Hubert Thiebaud, qui est président de la FDSEA, François Gaillot, secrétaire général, Gérard Imblot, directeur du Paysan Vosgien, ils vont estimer que l'on ne peut pas, que l'on ne pourra pas tenir tous ces engagements. C'est par lettre que ce courant, Thiebaud, Gaillot, Imblot, va démissionner de ses fonctions le 10 novembre 1971.
Dans une position beaucoup plus extrême, Marcel Colin estime que la lutte, entre guillemets, doit être conduite jusqu'à son terme et ne démissionnera pas avant d'être mis en cause et démis de ses fonctions de président de la section laitière. On entre dans la période de la Restauration. La tendance modérée, Pierre Cohanet, Gilbert Lalvé, Robert Parmentier vont estimer que l'on est allé trop loin et c'est à l'issue d'une assemblée générale du 11 avril 1972 qu'il sera élu un nouveau bureau et un conseil avec aux postes principaux Gilbert Lalvé, président, Pierre Cohanet, secrétaire général, Robert Parmentier est au bureau, mais il est déjà devenu président de la Chambre d'agriculture. Cette période aura duré 602 jours, mais elle aura permis d'aboutir sur plusieurs points. Un centre interprofessionnel laitier des Vosges avec 3 collèges, 50% des sièges pour les producteurs, 25% pour les coopératives, c'est-à-dire en réalité 75% de producteurs, et 25% pour les industries qui vont gérer un laboratoire unique et servir de lieu de travail, de réflexion à la fixation du prix du lait. D'autre part, il est mis en place un contrat type d'achat de lait s'appuyant sur des groupements avec une cotisation de fonctionnement qui sera versée au groupement de producteurs. À cette époque, 10 centimes de francs. Il va s'en suivre une agitation conduite par les entreprises, par leur réseau d'agents relations culture, les ARC. Les stratégies des entreprises vont être diverses. Dans la zone Marcilla, on va essentiellement vers des groupes cantonaux avec reversement de la cotisation à la FDSEA. Dans la zone Bongrain-Gérard, ce sera plus hétérogène, notamment sur la zone plaine. À cette occasion, certaines coopératives de vente des années 58 vont être réanimées. Ce sera le cas pour les cantons de Dompère, de Darney et de Charmes. Mais le pompon va être détenu sans contestation possible par la SAFRE qui deviendra belle en 1976 de Certigny, qui avait embauché comme chef des agents relations culture un ancien conseiller TVA de la FDSEA qui va favoriser la création d'un syndicat de vente de lait par commune, sa zone étant assez concentrée. On parlera de groupement bidon qui permettait de faire de menues actions, mais surtout de donner de l'importance à quelques responsables qui négociaient en direct divers petits avantages. Au lieu de la concentration de l'offre, on assistait à une dispersion totale. C'est dans ce contexte que j'ai été embauché pour accompagner notamment la section laitière dans toutes les négociations laitières, mais aussi sur la partie organisation des groupements de vente. Les nouveaux interlocuteurs, c'était Armand Kislik de Hellé, Gilbert Pierson de Serromont, Guy Barlier de Rubache, qui étaient déjà impliqués dans la gestion laitière dans l'équipe précédente. Après un travail de réflexion de la section laitière et du conseil d'administration de la FDSEA, il est apparu plusieurs évidences. 1. Il est essentiel de regrouper l'offre afin de pouvoir peser sur les entreprises laitières. C'est un point élémentaire en économie libérale. La multiplication de l'offre, avec ses nombreux syndicats de vente de lait, disperser les possibilités de négociation. L'exemple le plus criant était celui de Certigny, où là on avait atteint un summum. Et autre aspect, ce qui était le plus révélateur de la relation producteur-entreprise, c'est que c'était l'entreprise laitière qui facturait le lait et l'on parlait bien de paye de lait alors que le producteur était bien le fournisseur de l'entreprise laitière. C'est à cela qu'il fallait s'attaquer sans oublier la nécessaire cotisation sur le produit pour financer l'action syndicale. En revenant donc aux bases, cette démarche n'était pas si originale puisque la Meuse avait conduit dans les années 65-66 une offensive du même type qui avait conduit à la création de l'ULM, c'est-à-dire l'Union laitière de la Meuse, qui non seulement regroupait les producteurs dans une coopérative mais allait jusqu'à la collecte, donnait un poids considérable, le lait étant rendu qu'à usine. En Meurthe-et-Moselle, la situation un peu plus tard, avait évolué dans le même sens, notamment face aux collecteurs privés qu'étaient Saint-Hubert d'une part et Marcilla de l'autre. Mais la place de la coopérative était plus importante avec Lorraine Lait et la Coop de Blamont.
que dans le département de la Meuse. Ce sera donc l'ULPL, c'est-à-dire l'Union Lorraine des producteurs de lait lorrain. Dans les Vosges, la démarche était plus limitée puisqu'elle visait à regrouper l'offre pour négocier avec les industriels laitiers du département. Une épreuve de force majeure, l'offensive du 14 août. Dès le lancement de la création de l'UPLV, vous comprenez l'origine du nom, l'Union des producteurs de lait des Vosges, les producteurs se sont trouvés confrontés à la réaction virulente, notamment dans certaines entreprises comme Bongrain-Gérard, Safre dont on vient de parler, et à un autre degré Marcillat. Mais à cette époque, Marcillat, c'était Antoine Rozoy, qui était par ailleurs président du SPIL, c'est-à-dire donc le syndicat des industriels. Tous les arguments ont été bons pour casser ce projet en disant aux producteurs, vous êtes pieds et poings liés avec votre coopérative, c'est eux qui vont décider, c'est une soviétisation de l'économie, on ne vous dit pas tout de leurs intentions, enfin, les vérités et contre-vérités ont été distribuées quotidiennement par les services de relations culture et les sous-entendus syndicalo-politiques n'ont pas manqué, et entre autres en référence à la période 1969-72. Il faut dire que les laiteries disposaient d'un atout, le ramasseur de lait qui passait tous les jours chez le producteur et pouvait donc, semaine après semaine, distribuer la bonne parole entre guillemets, avec une raison de plus si l'on pensait éventuellement à l'idée d'un transfert de la collecte. Pour les responsables de l'UPLV, pendant tous ces mois, ça sera des soirées, des nuits de réunions, d'explications, d'engagement des producteurs, où nous sommes tous fatigués à expliquer, à réexpliquer l'objet de ce projet. Mais l'UPLV était né, certes, avec une implantation variable suivant les zones géographiques, notamment selon les entreprises laitières. Le travail syndical continuait et les épreuves de force n'étaient pas finies car, après la création, il fallait aussi aller vers la signature de contrat de vente et les blocages n'ont pas manqué à un point tel qu'il a fallu envisager de passer à la phase collecte afin de pouvoir faire pression en envisageant de transférer du lait vers d'autres coopératives laitières extravosgiennes. Ce sera vers la centrale laitière de Franche-Comté à Belfort, l'ULM, la Coop de Blamont, Lorraine Lait. Une étude avait d'ailleurs été faite en ce sens. Tout ce travail syndical a été mis à mal par les liens que François Guillaume, alors secrétaire général de la FNSEA, entretenait avec ces coopératives. Il a abouti à couper court à ses projets. Il est vrai qu'à cette époque, c'était la présidence de Paul Réveillé, puis de Jacques Aubertin, qui n'était pas au mieux avec la FNSEA. Mais tout cela, c'est une autre histoire et je laisse à d'autres témoins poursuivre par leurs témoignages. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que les principes de base restent. Le producteur ne peut que se trouver regroupé dans un groupement professionnel afin de concentrer l'offre et de pouvoir peser un peu face aux divers acheteurs. C'est évidemment d'autant plus vrai avec l'hyperconcentration des groupes laitiers français. Le cas de Lactalis, de Savencia, le démontre chaque jour. Eh bien, je voulais vous souhaiter une bonne poursuite de cet anniversaire avec mes meilleurs souvenirs, malgré le poids de l'épreuve que cela a été pour nous tous et nos familles, dans ce contexte de défense des intérêts collectifs des producteurs de lait. J'ajoute le mot de Rémi Herman, le créateur en Meuse de l'ULM. Dans son livre de souvenirs, il ne dit pas autre chose. Et en se montrant unis et déterminés, les éleveurs sortent gagnants. La signature des contrats tant souhaités, le 1er avril 1967, témoigne du succès des producteurs et de la coopération. Évidemment, pour tout cela, j'ai été plus complet dans le livre que j'ai publié en 2017, pour ceux qui veulent s'y reporter. Merci, au revoir.